Euh, donc, je vais commencer par... oui, mais merci, c'est Khalil d'avoir partagé le lien de la page. Donc, je vais commencer justement par traiter des questions qui étaient posées au niveau de notre inbox SOS Méthodo, en attendant aussi que les autres participants puissent rejoindre le live, mais très rapidement, je vais pas trop m'y attarder. Je vais choisir une seule question qui était un peu pertinente et à travers laquelle je vais répondre à toutes les autres questions. Euh, est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut traiter quantitativement des réponses d'entretien semi-directif? Ça, c'est une question qui revient beaucoup parce que nous voyons que certains étudiants ou certains chercheurs commencent par administrer des guides d'entretien semi-actifs et lorsqu'ils ont une vingtaine ou une trentaine de répondants, ils commencent à se dire pourquoi pas présenter les résultats du point de vue quantitatif. Alors en fait, moi je suis pas très d'accord sur cette perspective. Pourquoi? Parce que si vous voulez présenter quantitativement parlant les résultats du guide d'entretien qualitatif, il faudrait que ces résultats se limitent uniquement au niveau descriptif. C'est juste pour décrire votre échantillon. Mais il n'est pas du tout question de parler de pourcentage. La notion de pourcentage ne s'applique pas aux échantillons qualitatifs. Pourquoi? Parce que au niveau des analyses qualitatives, on s'intéresse au cas par cas. C'est l'analyse idiographique, hein, du point de vue épistémologique, c'est l'idiographie. Et donc, on s'intéresse au cas par cas. On ne s'intéresse pas du tout à la majorité, où est-ce qu'elle est. Dans un deuxième temps, il n'est pas forcément correct de dire 60% des répondants sont des hommes, sachant qu'au niveau de l'échantillon, je n'ai que 20 personnes. Donc 60%, c'est quoi? C'est 12 personnes. C'est rien du tout. Alors qu'un échantillon n'est représentatif quantitativement qu'à partir de 50. Si j'ai moins de 50, je ne parle même pas d'échantillon quantitatif. Il y a certains auteurs qui ont dit, d'accord, on peut accepter à partir de 40, mais en principe, minimum requis pour un échantillon quantitatif, c'est 50 et plus. Entre 50 et 100, ce sont juste des petites statistiques non paramétriques, etc. Mais ce n'est qu'à partir de 150 et de 200 qu'on pourrait véritablement parler d'échantillons représentatifs. Très bien. Maintenant, je reviens à mon cours sur l'analyse textuelle. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler de l'analyse du discours, hein, ou l'analyse de discours. Nous avons déjà parlé de l'analyse de contenu, l'analyse thématique de contenu, la théorisation ancrée, et vous pouvez toujours revenir aux enregistrements des deux anciennes séances, aussi bien sur Qaraya Ftar que sur la chaîne YouTube qui est lancée sur Qaraya Ftar, mais également sur les groupes d'échange SOS Méthodo aussi. Euh, donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler uniquement de l'analyse de discours et de passer à l'application pratique. Donc, l'analyse du discours, c'est lorsqu'on s'intéresse au discours d'une personne. Et donc, on ne va pas s'intéresser au contenu que nous avons et que ce contenu soit tiré de retranscriptions ou de textes existants ou de sites web. Non. Donc là, on ne s'intéresse pas au contenu, mais on s'intéresse à la personne. Pourquoi on va s'intéresser à la personne? Je vais commencer par donner un exemple d'une marque de prêt-à-porter, hein, une marque X, hein, de prêt-à-porter. Donc, cette marque de prêt-à-porter, par exemple, va s'intéresser à ce que ressent la personne ou le client vis-à-vis de cette marque-là, ce qu'elle ressent vis-à-vis des marques concurrentes, sa perception des images de marques existantes, son attachement sentimental par rapport au comportement de magasinage pour tout ce qui est prêt à porter, comment il perçoit la mode, est-ce que lui, il suit les tendances ou pas, est-ce qu'il est influençable ou pas. Vous voyez maintenant, là, je ne vais pas m'intéresser au contenu que j'aurai de tous les clients du prêt-à-porter. Non, mais je vais m'intéresser au cas de mes clients ou des personnes qui m'intéressent à moi personnellement. Et donc là, je vais m'intéresser à ce que dit cette personne. Et donc, lorsque je vais m'intéresser à la personne elle-même, là, je vais essayer d'entrer en profondeur. Sa manière de voir les choses, son influence, comment elle construit ses idées. Lorsqu'elle parle de ma marque et lorsqu'elle parle des autres marques, quels sont les termes qu'elle emploie en parlant de ma marque et quels sont les termes qu'elle emploie en parlant des autres marques. Est-ce qu'elle accorde beaucoup plus de temps
de parole à ma marque plutôt que les autres, et donc là, je vais déduire que c'est ma marque qui est le plus importante pour elle. Si elle accorde très peu de temps à ma marque et elle accorde beaucoup de temps de discours à l'autre marque ou à la marque concurrente, là, je vais comprendre que c'est l'autre marque qui l'intéresse. L'ordre des idées évoquées dans un échange ou dans un discours va montrer aussi quelle est l'importance respective pour la personne, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est ça l'objectif de l'analyse du discours. Hein, c'est d'entrer en profondeur de ce que veut une personne, de ce que perçoit une personne et du comportement d'une personne. Donc au-delà de la personne elle-même, nous avons le contexte du discours, c'est-à-dire dans quel contexte le discours est-il dispensé. Donc, on peut dispenser un discours lorsqu'on est en train de parler à des amis, lorsqu'on est en train de parler à des collègues, lorsqu'on est au travail, lorsqu'on présente un projet, lorsqu'on répond à des questions d'une manière très ouverte, lorsqu'on échange avec la famille, etc., etc. Et donc, nous avons ce qu'on appelle des variations du discours. Les variations du discours, c'est des traces observables dans un discours qui me permettrait de comprendre il s'agit de quel contexte et il s'agit de quel discours. Par exemple, là, je suis face à vous, je suis en train de parler et donc je parle du discours, je répète des mots, etc. Par contre, si je suis en compagnie de mes amis, par exemple, dans un café, et si je parle du discours et je répète ce terme, l'analyse du discours, l'analyse du discours et l'analyse du discours, bah, ils vont me dire, mais c'est quoi son problème? Pourquoi il répète un mot 3 fois? Ben, ça va, hein, on a compris. Vous avez compris la logique. Il y a des choses qui passent dans certains contextes de discours, il y a certaines choses qui ne passent pas dans d'autres contextes de discours. Et donc là, nous avons différents types de discours qu'on peut identifier rien qu'en analysant ces traces observables. Et donc, lorsqu'on est en réunion de travail, on pourrait employer des termes de motivation, des projections, employer le futur, parler de certaines intentions. Lorsqu'on est face à un public, nous pouvons parler de certains éléments qui pourraient nous rassembler, des causes communes, parler un langage populaire, etc. Ou alors, nous avons des contextes de discours relativement particuliers qui vont nous démontrer des messages qu'une personne cherche à délivrer. Et donc, le temps dans un discours va aussi montrer plus ou moins l'importance relative de ces messages-là ou de ces propos-là. Nous avons aussi d'autres types de discours décontractés ou d'autres types de discours adressés beaucoup plus aux fans, adressés à la grande population, mais comme je viens de dire, ça suffit de revenir sur les variations de ce discours pour comprendre ce discours était dispensé à qui, à destination de qui et pour quel objectif. Et à travers cela, on pourrait analyser la personne elle-même qui a dispensé le discours. Et donc, quelles sont les traces observables ou quelles sont ces variations du discours? Eh bien, tout simplement, nous avons les temps de conjugaison. Quelque chose qui était conjugué au passé, ce n'est pas comme quelque chose qui est à l'imparfait, ce n'est pas comme quelque chose qui est au présent, ce n'est pas comme quelque chose qui est au futur, ce n'est pas quelque chose qui est au conditionnel. Vous voyez? Donc là, je pourrais savoir si c'est une action intentionnelle, si c'est une action passée, si c'est toujours un vécu de la cible, etc., etc. Et donc là, on pourrait aussi faire attention aux adverbes, aux pronoms, aux marqueurs, aux conjonctions, l'emploi du je, l'emploi du nous. Plus la personne emploie le je, c'est-à-dire c'est elle qui se prend en charge, et donc c'est quelque chose qui lui incombe d'une manière personnelle. S'il emploie le nous, là, on va comprendre qu'il n'est pas tout seul, mais peut-être qu'ils sont un groupe, etc., etc. Et donc, euh, l'analyse textuelle du discours pourrait se faire d'une manière manuelle, comme il pourrait se faire d'une manière assistée par logiciel. Idéalement, il faudrait passer au logiciel. Pourquoi? Parce que manuellement, on ne pourrait pas véritablement s'intéresser à toutes ces traces observables, et donc c'est relativement une tâche qui est, j'allais dire, qui est épineuse. Par contre, l'analyse thématique, on pourrait très bien la faire d'une manière manuelle sans que cela pose le moindre problème. Donc, les logiciels d'analyse textuelle, d'une manière générale, sont divers et variés. Nous avons des logiciels déjà préétablis. Là, je mets en gras les logiciels d'analyse qualitative
les plus utilisés, bien entendu en français et en anglais, Alceste, Eramutech, R, Sphinx Lexica, Sphinx IQ2 et Trop. Donc, ce sont les logiciels les plus utilisés. Nous n'avons pas véritablement de spécialité de ces logiciels. Chaque logiciel, en fait, il traite un ensemble, j'allais dire, chaque logiciel il traite un ensemble de tâches, un ensemble de fonctionnalités, et donc il permet de faire énormément de choses. Et donc, on ne va pas dire que le logiciel Trop est utilisable uniquement dans le cadre de l'analyse euh, de discours. Non, c'est une erreur de dire que Trop ne traite que l'analyse du discours, mais il traite énormément de choses. Il y a des analyses cognitives, il y a des analyses sémantiques, il y a des analyses de structure d'idées, en plus d'autres types d'analyses travaillées par nos amis les linguistes, hein, ceux qui sont spécialisés dans la linguistique travaillent énormément avec Trop, et j'en passe. Hein. Sphinx Lexica aussi fait pratiquement la même chose. Sphinx IQ2, c'est quelque chose qui est très très intéressante. Moi, j'ai travaillé pas mal de fois avec IQ2. Bon, j'avais une licence que j'avais gagnée un jour dans un congrès parce que j'avais présenté un bon texte de com. Et donc, c'était une année, mais c'était excellent. C'est une licence qui coûte dans les 13 000 dirhams par an. Franchement, c'est trop fort. Il permet même de faire des équations structurelles et de travailler aussi bien sur le quali que sur le quanti en même temps. C'est quelque chose qui est très intéressant. Trop, son avantage, c'est qu'il est gratuit. Et je pense qu'il le restera. Il y a une version française, il y a une version anglaise. D'abord, c'est un logiciel qui a été développé dans les années 94 et ça continue à être évolué. Son avantage, c'est que il permet aussi d'avoir des couplages avec d'autres types de logiciels qui permettent d'approfondir encore l'analyse. Donc, Trop aussi pourrait être un outil de text mining, un outil de fouille de texte. C'est-à-dire lorsque j'ai une masse de texte trop importante et je ne sais pas exactement qu'est-ce que je cherche, mais je m'intéresse à tout et à n'importe quoi. Trop, il permet de faire cela parce que sa structure cognitive, c'est-à-dire tout ce qui est connaissable d'un discours, lui, il peut l'identifier, les verbes, les pronoms, les adjectifs, les temps, les termes, les univers de référence, tout ça, il pourrait le traiter sans codage préalable. Et ça, c'est le plus grand avantage de Trop, c'est qu'il ne nécessite pas véritablement de codage préalable. On pourrait uniquement travailler sur l'outil scénario de Trop juste pour aménager plus ou moins nos univers de référence et je vais m'attarder sur ce concept plus tard. Mais bon, parfois c'est pas vraiment nécessaire. Hein. Si nous voulons traiter un texte dans le cadre de text mining, ce n'est pas vraiment nécessaire de revenir sur l'outil scénario. Et donc, on n'a pas besoin de faire appel à des codes préalables. Et donc, Trop, c'est un logiciel d'analyse qualitative inductive, c'est-à-dire l'analyse textuelle elle-même, elle est inductive dans le sens où on passe du texte vers des unités de sens. Ce n'est pas l'inverse. NVivo, c'est l'inverse. On commence par les unités de sens d'abord, on prépare nos codes et dans un deuxième temps, on va faire l'analyse du sous-texte en fonction des codes préétablis. Et donc, NVivo, j'avais dit déjà que c'est un logiciel d'analyse qualitative déductive et non inductive. La particularité du logiciel Trop, c'est qu'il se base sur ce qu'on appelle l'analyse propositionnelle. Alors ça, je pense que c'est un terme nouveau pour pas mal d'entre vous. Si d'autres personnes parmi vous ont déjà travaillé avec l'analyse propositionnelle, euh, c'est-à-dire que c'est bien, c'est-à-dire qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils cherchent bien. Je sais pas, déjà entendu parler de ce terme, l'analyse propositionnelle? Quelqu'un va me dire oui, oui ou non, non? Juste pour voir si parmi nous, il y a des gens qui sont en niveau avancé dans l'analyse qualitative, c'est bien aussi pour moi, pour que je puisse connaître un peu ma cible et mon audience. Oui, non? Personne n'a dit oui. D'accord. Alors, une proposition. C'est quoi une proposition? Oui, oui, c'est oui, tabarakallah.
Très bien. Donc, on a un doctorant au niveau avancé. Hein. Donc, en principe, vous devez soutenir bientôt, hein, c'est Walid. C'est bien. Alors, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? J'avais dit que le logiciel Trop, il est adéquat pour la fouille de texte. Maintenant, la fouille de texte, le text mining, ça a un principe, qui ressemble un petit peu au principe du data mining. Bon, je vais pas m'intéresser maintenant au data mining. Vous pourrez revenir au live de Sil Khadissi qui a parlé du big data. Et en principe, le big data, c'est un stade avancé du data mining. Mais on ne va pas chercher des mots, on va pas chercher des termes, mais on va chercher des fractions de contenu en fonction d'un algorithme que nous avons dans le cadre de notre logiciel. D'accord? Euh, Et donc, l'algorithme de base du logiciel Trop, c'est la proposition. C'est quoi la proposition? La proposition, c'est un verbe. Il va prendre tous les verbes desquels se compose un texte. Et il va dire, moi, ce verbe, ça va être le socle de base, et je vais m'intéresser à la phrase qui contient ce verbe. Et donc, lorsque j'ai un verbe, plus ou moins, qui est relatif à un univers de référence dominant ou à un univers de référence paramétré dans le logiciel ou un verbe qui se répète et qui est lié au contexte général du texte, là, je vais dire que peut-être que ce verbe-là ou cette phrase, c'est une phrase intéressante et donc ça vaut le coup de s'y intéresser et ça vaut le coup de s'y attarder. Et donc cette phrase-là va être une proposition. Et donc, il ne va pas se baser sur des contenus, mais sur des propositions. Et donc, des propositions, je répète, une proposition, c'est un verbe qui relie des termes entre eux en leur attribuant une propriété que le logiciel Trop estime que ça nécessite de s'y attarder, ça nécessite de lui prêter attention parce que c'est un contenu qui est intéressant dans ce texte-là. Donc, je vais commencer par présenter l'ergonomie générale du logiciel Trop et après, je reviens à cette fameuse analyse propositionnelle. Donc, Trop, c'est un logiciel très simple. Les logiciels qualitatifs ne ressemblent pas aux logiciels quantitatifs. Les logiciels quantitatifs contiennent énormément de code, énormément de fonctionnalités et énormément d'équations parce que la mémoire interne du logiciel, la matière grise du logiciel, j'allais dire, dans le cas quantitatif, la matière grise, c'est un tableur Excel avec des formules mathématiques de calcul, comme SPSS, R, tout ce que vous voulez, hein, tous les logiciels d'analyse quantitative qui sont connus. Smart PLS et j'en passe. Par contre, les logiciels d'analyse qualitative, ils ont en matière grise, qu'est-ce qu'ils auront en matière grise selon vous? Si c'est pas un tableur avec des fonctions mathématiques, qu'est-ce qu'ils auraient dans leur matière grise à l'intérieur, ces logiciels d'analyse qualitative? Ben, j'ai toujours ce différé, je n'arrive pas à voir je n'arrive pas à voir les réactions. Parce qu'en fait, c'est important. Les réactions et les échanges, c'est important pour que vous puissiez retenir. Hein. Si je suis dans le one-way communication, c'est moi qui parle et c'est vous qui entendez. En fait, vous n'allez pas retenir grand chose après les lives. Hein. C'est pour ça qu'exprès, on a besoin d'échanger un petit peu. En tout cas, j'attendrai vos remarques et je vais les traiter tout à l'heure. Mais, très bien. Camille Sharqawi, c'est Widad Sharqawi, hein. C'est une amie hein, qui a fait beaucoup d'analyses qualitatives. En fait, il faudrait qu'on vous invite à faire des témoignages. Widad Sharqawi, effectivement, c'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire de langue. Non, pas des textes, pas des verbatims, pas des propositions. Non, les propositions, c'est ce qu'il va donner comme output. Mais là, je parle de la matière grise du logiciel. Le nuage de mots, Madame Bekiran, c'est un output. C'est Widad qui a dit tout à l'heure, il a. Non, les ondes de texte, c'est une manière de fractionner le texte. Mais lui, comment il analyse le texte? Eh ben, il analyse selon un dictionnaire. Donc, en fonction du dictionnaire qu'a le logiciel, j'aurai un type d'output. Et donc, le dictionnaire du logiciel Trop,
c'est un dictionnaire d'univers de références textuelles. Donc lui, il regroupe les mots dans des catégories de références qui se basent sur le dictionnaire de la langue française. Si j'ai un autre type de logiciel, ça va être un logiciel qui aurait comme matière grise un dictionnaire basé sur des algorithmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le plus grand problème que nous avons dans le text mining, c'est lorsque j'ai des textes qui relèvent de langues différentes ou qui relèvent de contextes différents. C'est ça le problème. Et donc, puisqu'il s'agit uniquement de dictionnaire interne, il faudrait par la suite entrer dans ce dictionnaire pour le reparamétrer si jamais mon texte est spécifique, tout simplement. Et donc, grosso modo, ces logiciels, comme j'avais dit, ne sont pas du tout compliqués. Quelques boutons et le tour est joué. Et donc, c'est un logiciel en principe où vous pouvez apprendre en quelque chose comme, je ne sais pas, hein, 4 heures, 5 heures, une journée ou deux maximum. Hein. Ce n'est pas comme les logiciels d'analyse quantitative. Et donc, on commence par ouvrir. Donc, vous pouvez vous rendre sur trop.fr, mais pas tout de suite, hein, juste après le live. Et vous allez revenir sur le live, aussi bien sur la page Qara que sur la page SOS Méthodo. Vous pouvez revenir sur ça pour faire des TP chez vous. Donc, vous installez le logiciel, c'est rapide, c'est simple, c'est trop.fr. Le terme trop, déjà, ça vient du grec tour. Et donc, ce sont des figures de style. Donc, c'est un logiciel qui cherche les figures de style pour donner du sens à des textes. Juste pour parler un peu de la définition, comme ça, vous avez aussi des choses à dire hein, lorsque vous échangez avec vos amis au café. Donc, j'ai dit, on commence par ouvrir un fichier. Là, on sélectionne l'endroit. Là, j'ai par exemple l'ensemble des fichiers que j'ai. Donc, Trop analyse des fichiers de type texte et des fichiers de type doc. Microsoft Word, d'une manière générale, il le traite sans problème. Mais si jamais le logiciel ne vous ouvre pas des documents Word, essayez de réenregistrer le même document sous une version Word antécédente. D'accord? C'est très important. Comme ça, vous allez l'ouvrir. Si jamais ça ne marche pas, copiez le tout et mettez-le dans un éditeur de texte de type bloc-notes, par exemple, et ça va l'ouvrir sans aucun problème. Je ne sais pas si vous utilisez toujours les bloc-notes ou pas. C'est un truc qui est relativement archaïque, mais ça marche. C'est-à-dire que votre environnement Windows ou votre système interne, en principe, ne reconnaît pas des choses où il y a des problèmes comme ça. C'est pour ça que le bloc-notes pourrait toujours vous faciliter la vie. Après, on peut sélectionner le tout, hein, CTRL-A. Par la suite, on vérifie que tous les documents ont été sélectionnés et on clique sur Ouvrir. Donc, lorsque j'ouvre, j'ai le texte que vous voyez. Donc, ça, c'est le texte brut. C'est tout le texte, c'est-à-dire aussi bien mes questions que les réponses des répondants, j'ai tout. C'est-à-dire que Trop travaille sur un texte, ne travaille pas uniquement sur un discours, mais tout type de texte que je peux avoir, je pourrais le traiter. J'ai déjà fait un exercice avec un autre collègue, pas dans le contexte de la recherche scientifique, mais dans le contexte digital, hein, parce que moi j'ai deux casquettes, j'ai la casquette de la recherche scientifique et j'ai la casquette du marketing digital. Et nous avons travaillé sur une analyse de contenu des sites web pour avoir plus ou moins les termes qui se répètent et pour donner une ligne éditoriale à un nouveau site en création. Donc, il a pris tous les contenus des sites web concurrents, il les a analysés, bon, j'ai analysé avec lui sur Trop, et ça nous a donné des résultats incroyables. C'est-à-dire les résultats que nous avons eus avec Trop, qui est un logiciel gratuit, ressemblent énormément à des résultats qu'on peut avoir avec des logiciels comme des outils comme SEMrush, qui est par exemple un outil d'analyse et de fouille web dont l'abonnement est de 1000 ou 1200 grammes par mois. Uniquement pour ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut jamais sous-estimer les analyses textuelles et c'est grâce à ça qu'on pourrait avoir de vrais résultats. Et donc là, j'ai les répondants. Donc c'est important aussi que tous les documents Word soient référencés par le nom du répondant
Comme ça, moi, je sais que c'est Amel. En tout cas, ce ne sont pas des retranscriptions que j'ai faites moi-même ici. C'est une thèse qui est déjà disponible. Je pourrais aussi vous donner le lien pour cette thèse-là si vous y intéressez. En tout cas, il a fait des retranscriptions. Il a mis toutes les retranscriptions sur Annex. Et puisque c'est une thèse qui est publiée, donc on peut la citer sans problème. Et donc, oui, c'est Khalil, merci pour le partage du SEMrush. SEMrush, c'est très très important parce qu'il permet déjà d'avoir 4 ou 5 analyses gratuites par jour. Hein. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose, mais c'est intéressant pour ceux qui veulent travailler sur le digital et le contenu digital. Et donc là, je disais, Amel, par exemple, je l'ai ici, et donc tout le texte qui est en bas, c'est un texte de Amel, et j'en passe. Et donc ça, c'est le texte de l'entretien et de Hamel. Et dans le deuxième volet, nous avons le volet des fichiers. Donc là, je vérifie que j'ai tous les fichiers et quels sont les fichiers qui sont ouverts d'une manière générale. Là, je pourrais avoir le tout et je clique sur analyser. C'est-à-dire que je pourrais carrément importer ou glisser des fichiers, les mettre ici et je clique sur analyser pour avoir l'analyse. Là, je pourrais éditer un document lui-même. Je vais être renvoyé vers le document en question. Et là, j'ai quelques actions à faire sur la liste des fichiers que j'ai, tout simplement. Donc maintenant, comment se présente le logiciel? Donc le logiciel, il a des onglets, hein, il a des onglets, des cadrans. Donc ce cadran qui est à gauche que vous voyez, c'est le cadran plus ou moins des commandes ou des rubriques des résultats. Et le cadran qui est à droite, c'est le cadran de l'affichage des résultats. Je répète, ici, j'ai les types de résultats que je veux et donc c'est là où je sélectionne les types de résultats que je veux. Et à droite, attends, et à droite, là, j'ai les résultats à proprement parler. Donc, c'est la commande majeure ou c'est le volet majeur, c'est-à-dire c'est le head. C'est là où j'ai principalement les grosses rubriques. Et donc, cette grosse rubrique est déclinée en sous-rubriques juste en bas. C'est-à-dire en haut, j'ai eu par exemple l'univers de référence, par exemple l'univers de référence numéro 1. En bas, j'aurai tous les résultats de l'univers de référence 1 sous forme d'illustration. Lorsque je clique par exemple sur ce terme qui est là, à droite, j'aurai les illustrations de ce terme sur le texte, hein, au niveau du texte, c'est-à-dire par exemple, l'univers de référence, par exemple 1, là j'ai beaucoup d'univers de référence et j'ai l'univers de référence femme. Et donc, lorsque je clique sur femme, ce que j'aurai ici, c'est toutes les illustrations de texte qui montrent que femme est citée, ou tous les endroits du texte où femme est citée. Et donc, tout simplement, j'aurai ici tous les verbatims qui concernent ce sens-là qui est femme. Et donc, Widad Sharqawi nous rappelle que les univers sémantiques, c'est comme Alceste. Donc, Trop et Alceste ont ce point commun, les univers sémantiques, ou bon, Trop les appelle les univers de référence. Et en bas, c'est la petite cerise sur le gâteau. Trop propose aussi une visualisation graphique de ce terme-là, hein, qui est femme. Et ça, c'est bien aussi pour interpréter les résultats et ça facilite beaucoup la compréhension d'un terme que nous avons. Et donc, si je n'ai pas compris quelque chose, par exemple univers de référence, j'explique à côté sur expliquer, hein, je clique sur expliquer et j'aurai toute l'explication de la chose qui est sélectionnée, tout simplement. Donc, là, j'ai univers de référence. Lorsque je vais cliquer sur expliquer, il va me dire c'est quoi univers de référence. Et là, c'est un terme qui est utilisé par le logiciel. Et il l'explique avec un français trop facile. Et c'est la manière du logiciel de traiter plus ou moins cette analyse textuelle. Maintenant, je reviendrai sur la fameuse notion de l'analyse propositionnelle. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit une analyse propositionnelle se base sur les propositions. Et c'est quoi une proposition? C'est un verbe sur lequel le logiciel va zoomer pour extraire du sens. Là, je vais illustrer par
un exemple, Monsieur Dupont mange une pomme dans la cuisine. Ça, c'est une phrase qui nous rappelle un peu ce qu'on avait vu primaire et les CP, etc. Mais il n'y a pas de phrase plus basique pour avoir du sens. Donc, la première des choses, c'est que le logiciel va identifier le verbe, d'accord? Et en fonction du verbe, il va identifier l'actant, l'acté et la relation de circonstance. Mais avant de s'y intéresser, le logiciel a une hypothèse de base dans le cas plus ou moins du discours, lorsqu'on veut utiliser trope pour analyser un discours, le logiciel trope se base sur l'hypothèse de la voix active. Pourquoi? Parce que, d'une manière générale, lorsque je parle, la figure de style générale, c'est une figure de style qui est simpliste. Et donc, lorsque je parle dans le langage courant, Monsieur Dupont mange une pomme dans la cuisine. Je n'ai pas besoin de faire la voix passive. La voix passive, dans ce cas, serait la pomme est mangée par Monsieur Dupont dans la cuisine. Mais encore une fois, si je commence par la pomme et non par Monsieur Dupont, c'est-à-dire que pour moi, c'est la pomme qui est intéressante et c'est non Monsieur Dupont. Et donc, toujours, ce qui va être plus ou moins à gauche, ça va être, selon le logiciel, l'actant, et ce qui est à droite, ça va être l'acté, mais il faudrait aussi qu'on apporte notre petit regard sur cela pour interpréter correctement les choses. Et donc, là, je vais voir que la pomme qui est mangée par Monsieur Dupont dans la cuisine, c'est ce qui est cité. Et donc, il faudrait revenir un peu sur ces fractions de texte pour lire et pour savoir plus ou moins qu'on zoome sur la pomme et non sur Monsieur Dupont. C'est pour ça que on ne peut pas du tout se baser uniquement sur les sens proposés par les logiciels, mais il faudrait qu'on y ajoute notre interprétation personnelle des résultats de ce logiciel. C'est très, très important. Et donc là, je reviens à la relation. Donc, bien entendu, il commence par le verbe. Donc, le verbe, c'est manger. Et donc, ce qui est à gauche, c'est l'actant. Ce qui est à droite, c'est l'acté. Donc, maintenant, l'actant, c'est Monsieur Dupont. Et l'acté, c'est la pomme. Et bien entendu, comme j'avais dit, la relation de circonstance, c'est la cuisine. Et donc, le logiciel, qu'est-ce qu'il analyse? Il analyse ce que dit le texte, c'est-à-dire les substantifs qui sont relatifs au nom et les adjectifs qui vont qualifier plus ou moins les noms d'une manière soit objective, soit subjective. Et donc, le logiciel fait vraiment la différence entre ça. Par exemple, si je dis c'est une porte blanche, c'est un adjectif qualificatif objectif. Par contre, si je dis c'est une belle porte, là, c'est un adjectif qualificatif, mais il est subjectif. Et donc, dès le départ, le logiciel va essayer de comprendre le sens des termes en fonction des citations, en fonction des contenus. Et maintenant, la manière dont on parle aussi, il va prendre en considération tous les verbes qui sont plus ou moins utilisés dans un texte, dans un discours. Et donc, il y a différents types de verbes. Il y a des verbes liés au faire, qui sont les verbes factifs. Il y a les verbes statifs, qui sont liés à l'être. Il y a les verbes réflexifs, qui sont liés à la pensée, la déclaration ou à l'intention. Il y a des types d'adverbes, il y a des types de conjonctions, etc., etc. Donc, c'est grâce à ça que le logiciel travaille et c'est grâce à ça que le logiciel peut repérer du sens. C'est pour ça que je dis toujours qu'on n'a pas véritablement besoin d'un précodage pour le logiciel parce que déjà, le fonctionnement du logiciel est fait pour travailler autour de ça. Maintenant, les fameux univers de référence desquels Widad Cherkaoui, Camille Cherkaoui a parlé tout à l'heure. Un univers de référence, c'est un moyen pour regrouper les termes dans une classe sémantique donnée. C'est ça le principe de l'univers de référence. Comme vous voyez, le niveau de généralisation, il va de la gauche vers la droite. Là, je vais prendre un mot quelconque. Pour cet exemple, je me suis basé sur les univers de référence de Trope à la base. Donc, le mot scénariste, c'est un mot qui fait partie de la classe cinéma. Et donc, cette classe cinéma, cette classe sémantique cinéma, va faire partie de l'univers de référence 2, qui est le plus petit, qui est cinéma et théâtre. Cet univers de référence qui est petit va faire partie d'un univers de référence encore plus grand, qui est l'univers de référence 1, qui est le spectacle. Et donc, si je m'intéresse au niveau des résultats de Trope sur l'univers de référence 1, là, je vais savoir de quoi parle le texte d'une manière générale. Alors là, je vais voir le spectacle. Et donc, c'est important que je revienne au niveau de référence 2. Donc, le niveau de référence 2, c'est cinéma et théâtre qui fait partie du spectacle.
Mais il faudrait véritablement que je revienne à ce niveau de référence. Pourquoi? Parce que si je prends un deuxième mot, par exemple équilibriste. Alors équilibriste, c'est un mot qui fait partie de la classe acrobate, hein, les acrobates, qui font partie de l'univers de référence 2 qui est cirque, mais le cirque fait aussi partie de l'univers de référence le plus général qui est spectacle. Et donc si je m'intéresse uniquement à l'univers de référence 1, je risque d'avoir des résultats qui sont biaisés ou qui sont beaucoup trop généralistes. Et donc, il faudrait que je compare l'univers de référence 1 pour savoir qu'est-ce que j'ai, et dans un deuxième temps, travailler sur l'univers de référence 2, et par la suite travailler sur les classes sémantiques. Maintenant, là, il y a une nécessité de revoir les univers de référence du logiciel et donc faire un petit travail sur cette mémoire interne du logiciel lorsque j'ai un cas particulier. Lequel? Si je prends le terme olive, alors olive, elle fait partie de la classe. C'est le fruit, hein, c'est un fruit. L'univers de référence, les arbres. Et univers de référence le plus grand, ça va être la nature. Or, moi, l'olive, ce n'est pas un terme qui m'intéresse comme étant un terme qui fait référence à un fruit. Mais pour moi, c'est une matière première parce que moi, je travaille sur l'extraction des oléagineux et je travaille dans le contexte général de l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire. Et donc, l'olive, pour moi, c'est une matière première. Ce n'est pas un fruit d'un arbre. Vous voyez, dans ce contexte particulier, il faudrait que je revienne un peu sur l'outil scénario. Peut-être que je vais vous montrer ça ultérieurement, mais c'est pas du tout compliqué. Et je cherche le terme olive et je vais changer l'appartenance du mot olive à la classe, non à la classe arbre fruitier, mais à la classe matière première tout simplement. Et il faudrait que je refasse l'analyse en fonction de cela. C'est pour ça que peut-être si vous avez un domaine particulier ou un contexte particulier, il faudrait revenir un peu sur la mémoire interne de Trop pour la modifier un tout petit peu avant d'opérer un peu vos analyses. Donc, autre type d'exemple, joueur, jeu, donc jeu et loisirs, sport et loisirs, club de foot, etc., qui font partie aussi des sports de loisirs. Maintenant, j'illustre. L'univers de référence 1, toujours par rapport à la même problématique. La problématique que j'ai devant moi ici, c'est une problématique relative à la mode. Les marques Zara et H&M. Et le comportement des clients, la perception des clients des marques Zara, H&M, la copie des marques, le luxe, le prêt-à-porter, la mode et les tendances d'une manière générale. Hein. Donc, c'est autour de ça que parle le texte. Et donc, lorsque je vais cliquer sur univers de référence 1, là, j'aurai en bas tous les univers de référence que j'ai. Par exemple, comme vous voyez, il y a vêtements d'abord. Il y a vêtements avec 438 mots relatifs aux vêtements. J'ai commerce avec 208 mots relatifs au commerce. J'ai couture avec 114 mots relatifs à la couture et ainsi de suite. Et donc, euh, excusez-moi. Et donc, j'ai le vêtement d'abord avec 438 mots. Lorsque j'ai le vêtement ici, le logiciel va me dire, il a trouvé combien de mots de classes équivalents relatifs plus ou moins à cet univers de référence le plus grand. Ici, j'ai l'illustration de l'univers de référence vêtements, lorsque j'ai cliqué sur vêtements, donc j'aurai toutes les marques, par exemple, qui sont citées dans la classe vêtements. Et comme vous savez, si j'ai par exemple des marques marocaines que je vais traiter, c'est normal que le logiciel ne va pas prendre en considération des marques marocaines pour les considérer comme marques de prêt-à-porter, parce que lui ne connaît que les marques, par exemple, du contexte français, du contexte européen ou du contexte international les plus connus. Mais le logiciel ne va pas référencer des dizaines de milliers de marques. Non. Lorsque, par exemple, j'ai revérifié un peu les marques qui existent, j'ai pas identifié plus de 200, 300 marques. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faudrait toujours un complément de paramétrage du logiciel si nous voulons que les choses soient bien faites. Mais attendez d'abord d'avoir vos résultats pour savoir de quoi parle votre texte avant de paramétrer le logiciel pour bien traiter votre texte. Et donc là, ce même univers de référence qui est les vêtements, je l'aurai ici. Et il va me montrer plus ou moins dans cet outil qui s'appelle le graphe des airs, il va me montrer grosso modo quelle est la constellation des mots autour de cet univers de référence
en fonction toujours de la logique actant-acté. Les choses qui s'approchent du thème référence sont des choses qui sont souvent citées dans un endroit très proche dans le texte lui-même. Les choses qui s'éloignent de notre univers de référence sont citées, mais dans un deuxième temps, c'est-à-dire citées dans un endroit un peu plus éloigné dans le texte. Et donc toujours, si j'ai un graphe, je clique sur expliquer et j'aurai la présentation et la définition un peu de ce que j'ai, et ça va être aussi une aide à l'interprétation. Et donc en haut, j'ai des outils de graphique, donc il n'y a pas que le graphe désert, mais il y a beaucoup de types de graphiques en fonction de ce que je cherche. Très bien. Donc ça, c'était juste une présentation du logiciel Trop. La séance prochaine, je vais passer à l'interprétation des résultats. Pour faire un TP, je vous invite à rejoindre la page et le groupe SOS Méthodo. Je vais mettre sur SOS Méthodo, je vais mettre les retranscriptions, hein, d'accord? Je vais vous les mettre sur SOS Méthodo. Donc, vous n'aurez qu'à télécharger les retranscriptions pour que cela puisse vous faire un beau texte et pour vous exercer. Parce que Camille Chatraoui vous dira, hein, problème qu'on a lorsqu'on veut apprendre un logiciel, c'est qu'on n'a pas la matière première. Ce n'est pas comme sur SPSS, hein, lorsqu'on installe SPSS, on a une base de données de retranscription. Lorsqu'on installe Trop, ce n'est pas qu'il ne donne pas ça, mais il donne un extrait de texte, mais c'est un extrait de texte qui ne nous intéresse pas, nous, au management. C'est l'ouvrage Madame Bovary. Et donc, vous aurez beaucoup de textes à analyser, mais c'est l'ouvrage Madame Bovary. C'est de la littérature. Et donc, en littérature, vous n'allez pas vraiment vous exercer parce que ce n'est pas véritablement votre objectif. Et comme j'avais dit, trop, principalement, c'est utilisé par les linguistes. Donc, que ce soit utilisé par nous-mêmes, les managers. Donc, rendez-vous sur la page SOS Méthodo. Je vais vous mettre le lien de téléchargement de l'ensemble des retranscriptions, celles que vous avez ici même, Zara, H&M, les vêtements, tout ce que vous voulez. Faites des exercices sur ça pour qu'au niveau de la séance prochaine, vous puissiez déjà découvrir l'environnement et l'ergonomie globale du logiciel et qu'on puisse travailler la séance prochaine maintenant sur les interprétations des sorties et les types de sorties du logiciel. On pourrait même zoomer un tout petit peu sur l'outil scénario, comment on paramètre l'outil scénario. J'espère que c'était clair. On est dans le temps imparti. Il nous reste quelque chose comme 5 ou 6 minutes. Si vous avez quelques petites questions, quelques petites remarques. Vous pouvez revenir sur la page SOS Méthodo, comme j'avais dit. C'est Khalil Montassi partagé tout à l'heure. Je prie c'est Khalil de repartager le lien de la page. Alors, Serdouane, ça veut dire, est-ce qu'on peut faire des synapsis ou synopsis, vous voulez dire synopsis, je pense, à l'aide du trop pour mettre, par exemple... Merci, c'est Khalil. Alors, j'essaierai juste de revenir sur la question de Serdouane. Non, non. بالنسبة la question de Serdouane, non. On ne peut pas mettre un terme dans un contexte déterminé. Si le terme synapsis, c'est un terme cher à InVivo, parce que moi, j'ai pas travaillé beaucoup avec InVivo, hein, juste pour vous dire. À vrai dire, moi, j'ai une casquette un peu plus quantitativiste que qualitativiste, donc j'ai pas testé énormément de logiciels quali. Pour le quali, je n'ai travaillé qu'avec Trop et avec Sphinx, Lexica et Sphinx IQ2. Hein. Ce sont les trois logiciels avec lesquels j'ai travaillé beaucoup de fois. Pour le reste, j'avais vu NVivo, je l'avais un peu testé, mais c'était pas suffisant pour que je sois compétent à 100% là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que
in vivo, trop ne permet pas de mettre un terme dans un contexte déterminé, mais de le réaffecter à une autre classe sémantique. C'est-à-dire dire que ce terme fait partie de cette classe sémantique et fait aussi partie de cette autre classe sémantique si vous voulez reparamétrer des choses. Fatem Zahra Midawi, non, à vrai dire, moi, je n'ai pas de compétences particulières sur NVivo. Ce que je peux faire, c'est demander à l'un des collègues si quelqu'un ici, je sais pas, Widad Sharqawi, est-ce que tu maîtrises NVivo? Ben, si quelqu'un ici maîtrise NVivo, il pourrait se proposer pour un live qu'on pourrait organiser. Moi, je sais que Widad est très compétente en matière Kali. Hein. J'ai tenu sa thèse rien que sur le Kali et elle a beaucoup de choses à dire. Je sais pas si elle maîtrise NVivo ou pas. Euh, et avec Alceste, j'imagine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Maha, Raif ou Raif, euh, rappel sur la différence entre NVivo et Trop. J'ai dit NVivo, c'est un logiciel d'analyse qui se base sur un codage que vous faites préalablement. Et donc, c'est une méthode déductive. C'est-à-dire, à partir des codes, vous analysez un texte. Il n'a pas besoin de codage préalable. Et donc, c'est une analyse inductive. Et donc, on part du texte pour découvrir les univers de référence de ce texte et par la suite, on pourrait retravailler ces univers si nous voulons, mais sinon, on pourrait se contenter uniquement des univers présents dans le logiciel. Madame Hind, pour une étude qualitative perceptuelle, trop est conseillé. Oui, les études de perception, oui, parce que là, on s'intéresse à ce que dit la personne. Et donc, les verbes qu'elle emploie, les termes qu'elle emploie, l'ordre des idées, tout ça, c'est important. Et donc, il va nous montrer vraiment ce qu'on a. Juste qu'il faut revoir un peu les retranscriptions de tous les entretiens, euh, purifier un peu le texte, rectifier s'il y a des fautes d'orthographe pour les corriger et tout ça. C'est juste une phase préalable et par la suite, vous pouvez foncer pour les analyses. Camille Sharqawi dit qu'elle n'a pas le logiciel. D'accord. Nisrine Mouchtakir, est-ce qu'il est possible de nous parler dans un autre live sur la méthode Conti? Oui, c'est prévu. C'est prévu de parler du Conti. Juste après cette séquence sur le Kali, je passerai au Conti. Soit ça va être sur Qaraya Fdar, soit ça va être sur l'université populaire. Si Salah Nabira, en principe, c'est ça l'idée, hein, c'est de passer vers l'université populaire pour les cours libres et gratuits. Par contre, pour tout ce qui est manipulation et tout ça, ça prend un peu plus de temps. On verra, Dixat, on pourrait soit organiser des sessions de formation pour des rubriques un peu particulières ou autres. On va discuter de ça, mais dans un premier temps, c'est prévu que je passe au Conti juste après le Cali. Apparemment, j'ai zappé une question. Apparemment, quelqu'un a dit que les résultats ne sont pas objectifs. Parce que je n'ai vu que la réponse de Camille Cherkaoui. Apparemment, là, tu parles de NVivo. Tu as dit, je n'aime pas, je trouve que les résultats ne sont pas objectifs. Mais ça passe mieux dans les revues américaines. Là, je pense que tu parles de NVivo. C'est ce que je pense. Si
Adil Belhaj, oui, oui, bien sûr, on peut avoir une thèse doctorale 100% qualitative où on ne fait pas appel à un logiciel. Oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous aurez vous aurez un peu de mal à publier dans des revues scientifiques internationales. Là, c'est un problème. Parce qu'on va dire que votre analyse manuelle était 100% biaisée par vous-même. Bah, au moins, lorsqu'on utilise un logiciel, ça va nous aider un petit peu à contourner le biais. Et là, je reviens à la question de Camille Cherkaoui qui a dit qu'effectivement, le logiciel NVivo, c'est trop, trop, trop subjectif parce que le logiciel ne va traiter que vos propres codes. Et donc, vous avez une vision subjective des choses. C'est pour ça qu'on fait plus ou moins appel au double codage, mais bon, c'est une double subjectivité, plus ou moins. Bon, on veut plus ou moins contrecarrer cette subjectivité, mais bon, pour moi, c'est trop subjectif. À vrai dire, parmi l'ensemble des logiciels que j'ai vus, Trop, euh, là, je parle des outils gratuits hein, qui sont vraiment simples à manipuler. Trop, il est vraiment excellent. Parce qu'il vous aide un peu à vous éloigner de votre propre subjectivité, parce qu'il vous permet de découvrir votre thématique autrement. Le prochain cours avec Trop sur l'interprétation, c'est le mardi prochain. Mardi, même heure, exactement. Très bien. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, j'ai déjà débordé un petit peu. Je vous remercie vivement. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser sur SOS Méthodo. Je vais traiter pratiquement toutes les questions. S'il y a énormément de questions, je pourrais carrément faire un petit enregistrement et le mettre sur SOS Méthodo. Sinon, nous avons beaucoup de plaisir à partager. Je ne suis pas le seul déjà sur le SOS Méthodo, nous sommes plusieurs à la gérer et il y a encore de plus en plus de professeurs qui se joignent à nous, mais uniquement pour cette question de méthodologie de recherche. Calicanti, doctorat, mémoire, rédaction, tout ça. Je vous remercie et à très très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.